Callie Branson serrait plus fort sa tasse de café en regardant la Honda Civic cabossée s'engager dans l'allée de l'autre côté de la rue. La chaleur estivale de l'Oregon lui perlait le front, mais la vue de Vanessa Thorne sortant de cette voiture lui glaçait le sang. Tiens, marmonna Callie en se serrant plus fort contre la fenêtre de sa cuisine. Regardez ce que le chat a ramené. Vanessa se déplaçait avec sa grâce théâtrale habituelle, secouant ses cheveux blonds et ajustant ses lunettes de soleil de marque. Tout en elle criait faux, de son sourire parfait à ses 2 jeans moulants. Mais ce fut la petite silhouette qui descendit du siège passager qui serra la poitrine de Callie. Nola, sa nièce de 7 ans, paraissait plus petite que dans ses souvenirs, plus mince. La fillette gardait la tête baissée, ses cheveux noirs tombant comme un rideau autour de son visage. Mais ce qui frappait le plus Callie, c'était la chemise à manches longues que Nola portait par 32 degrés Celsius. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Callie. Elle posa sa tasse et sortit sur son porche. La chaleur la frappa comme un mur, collant immédiatement son débardeur à sa peau. De l'autre côté de la rue, Vanessa aboyait déjà des ordres. Nola attrapa cette boîte. « Attention. C'est cher. » La voix de Vanessa avait ce ton familier. Douce en apparence, mais tranchante en dessous. Nola peinait à manipuler une boîte 2 fois plus grande qu'elle, ses petits bras l'entourant. Les longues manches de son t-shirt remontèrent légèrement, et Callie aperçut quelque chose de sombre autour du poignet de la jeune fille avant que Nola ne tire rapidement le tissu vers le bas. « Salut, l'inconnu. » Callie se retourna et trouva Madame Florence Huxley debout à la limite de la propriété, ses cheveux gris tirés en arrière dans son chignon serré habituel. L'infirmière retraitée de 71 ans vivait dans le quartier depuis plus longtemps que quiconque et remarquait tout. Florence. Callie fit un signe de tête vers la maison d'en face. On dirait qu'on a encore de nouveaux voisins. Ce n'est pas un voisin, ma puce. C'est un problème avec un grand T. Florence ajusta ses épaisses lunettes et plissa les yeux vers Vanessa. Je les regarde décharger depuis 20 minutes. Cette femme s'en prend à cette pauvre enfant comme un chien enragé. Callie regarda Nola disparaître dans la maison. Ses fines épaules se voûtèrent. C'est ma nièce. Celle du côté de ton frère. La voix de Florence s'adoucit. La pauvre. Elle a perdu son papa il y a moins d'1 an. Ouais. La mâchoire de Callie se serra. Et maintenant, elle est coincée avec ce boulot de mère. Florence émit un son désapprobateur. Quelque chose ne va pas chez cette femme. Ça n'a jamais été le cas. Croyez-moi. Elle mijote quelque chose de mal. Avant que Callie puisse répondre, le rire de Vanessa résonna de l'autre côté de la rue. Elle parlait à Mason, son frère aîné, qui était sorti du van du garage garé derrière Honda. Mason Thorne ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il était, un homme qui résolvait les problèmes avec ses poings. Ses bras épais étaient croisés sur sa poitrine, écoutant Vanessa. « Je ferais mieux d'aller me présenter, » dit Callie, même si son instinct lui disait de rester à l'écart. « Fais attention, ma chérie. Cette famille a plus de secrets que le gouvernement. » Callie traversa la rue, ses baskets usées silencieuses sur l'asphalte brûlant. Vanessa la vit arriver et transforma immédiatement son visage en un masque de chagrin et d'épuisement. « Callie. » Vanessa se précipita vers elle, les bras tendus pour une étreinte non désirée. « Oh, ma chérie, je suis si contente que tu sois là. Ça a été si dur pour nous tous. » Callie esquiva la tentative de câlin. « Vanessa, je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais nous sommes une famille maintenant. Nolan a besoin de sa tante. » Les yeux de Vanessa étaient secs malgré son ton dramatique. Ce déménagement a été tellement stressant pour elle. Elle a fait des bêtises, elle a été difficile. Où est-elle? À l'intérieur, en train de déballer ses affaires. La pauvre petite est si émotive ces derniers temps. Le chagrin, tu sais, Vanessa toucha sa tempe délicatement. Certains jours, elle ajuste ses crises, elle crie, elle jette des objets. Le thérapeute dit que c'est normal pour les enfants qui ont perdu un parent. Mason s'avança. En avant, sa présence emplissait l'espace comme une menace. Vanessa avait été vraiment patiente avec la gamine, plus que la plupart ne l'auraient été. Callie les regarda tour à tour, son détecteur fonctionnant à plein régime. J'aime la voir. Oh, pas aujourd'hui. Elle a une de ses humeurs. Peut-être demain, quand elle ira mieux. Le sourire de Vanessa ne vacilla pas, mais son regard était devenu froid. Tu comprends? En fait,
pas moi. Cali. La voix de Vanessa baissa, perdant un peu de sa fausse douceur. Nola est ma fille. Je crois que je sais ce qui est le mieux pour elle. La porte d'entrée s'ouvrit et Nola apparut dans l'embrasure. Elle resta parfaitement immobile, observant les adultes sur la pelouse. Même de loin, Cali pouvait voir à quel point la fille était pâle, avec quelle précaution elle se tenait. « Salut, ma chérie !» cria Cali en levant la main d'un geste qui fit que le regard de Nola croisa le sien un instant, tandis qu'elle levait sa propre petite main. Et Cali la revit, une marque sombre autour de son poignet, partiellement cachée par la longue manche, une marque qui semblait suspecte comme un bleu. « Nola, retourne à l'intérieur !» s'exclama Vanessa. « Je t'avais dit de rester dans ta chambre. » La fille disparut si vite, c'était comme si elle n'avait jamais été là. « Tu vois ce que je veux dire ?» Vanessa soupira dramatiquement. Elle a été si provocatrice ces derniers temps. Je suis à bout de nerfs. Cali fixait la porte vide, le cœur battant la chamade. Elle semblait effrayée. Elle était perdue. Tout cela était nouveau pour elle. Vanessa s'approcha, baissant la voix. « Écoute, je sais qu'on ne s'est pas toujours bien entendu, mais personne n'a besoin de stabilité en ce moment. Elle a besoin de sa mère. J'espère que tu respecteras ça. » Mason se déplaça à côté de sa sœur, et Cali perçut l'avertissement dans sa posture. Ce n'étaient pas des gens avec qui on se disputait. Du moins pas directement. « Bien sûr, » dit finalement Cali. « La famille est importante. Je suis si contente que tu comprennes. » Le sourire de Vanessa revint avec force. « On devrait bientôt t'inviter à dîner, une fois qu'on sera tous installés. » Cali hocha la tête et recula. Mais ses yeux restèrent fixés sur la maison. Sur la fenêtre, où elle crut apercevoir un petit visage à travers les rideaux. Ce soir-là, Cali était assise sur sa balancelle, un verre de thé glacé moite dans ses mains. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel d'orange et de rose. Le calme aurait dû être au rendez-vous. Au lieu de cela, elle se sentit comme un fil trop tendu qu'un mouvement de sa vision. Looked terrifié. She started to roll up her sleeve, then stopped and looked at Vanessa again. It's okay, sweetheart, the judge said gently. You can show me. With shaking gants, Nola rolled up both sleeves. La salle d'audience a halté. Était recouvert d'échymoses, d'autres violets, d'autres se décollant au jaune et au vert. Autour de chaque poignet était une marque de liaison claire. Comment avez-vous obtenu ces marques, Nola? Quand je pleure ou que je n'écoute pas ou ne pose pas de questions. Maman dit que je dois apprendre à me taire. Qui vous donne ces marques? Maman et oncle Mason. Quand il vient. Que utilise-t-il pour vous donner ces marques? Eh bien, surtout parfois une corde lorsque je n'arrêterai pas de pleurer. Ils attachent mes mains pour que je ne puisse pas couvrir mes oreilles. La salle d'audience était morte. Même Steinberg avait l'air secoué. Nola. Le juge Hernandez a poursuivi. Où aimeriez-vous vivre? Pour la première fois, Nola a regardé directement Cali. Avec tante Cali. Elle est gentille avec moi. Merci, ma chérie. Vous pouvez aller avec mademoiselle Peterson maintenant. L'avocat du tribunal a conduit Nola hors de la salle d'audience. Le juge Hernandez s'est tourné vers Vanessa. Madame Thorne, souhaitez-vous témoigner dans votre propre défense? Vanessa s'est levée et pour la première fois, son sang-froid fissuré. Votre honneur, j'aime ma fille. Tout ce que j'ai fait a été pour son propre bien. C'est une enfant difficile qui a besoin de structure et de discipline. Mes méthodes peuvent sembler sévères, mais elles sont nécessaires. Mademoiselle Thorne, vous venez d'admettre à abuser physique d'un enfant de 7 ans. J'ai admis la parentalité. Quelque chose que cette femme, elle a pointé Cali, n'a jamais eu à faire. Elle veut plonger et être la tante amusante, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il faut pour élever un enfant. Qu'en est-il de la volonté forgée, du vol d'identité? J'ai protégé l'héritage de ma fille de quelqu'un qui l'aurait gaspillé. J'ai obtenu son avenir financier. Et oui, j'ai corrigé la volonté de mon mari parce que son plan d'origine était ridicule. Vous avez commis une fraude. J'ai protégé ma famille. Le juge Hernandez en avait assez entendu. Monsieur Steinberg, votre client a-t-il autre chose à dire? Steinberg chuchota de toute urgence à Vanessa, mais elle secoua la tête et resta debout. Votre honneur, je suis la mère de Nola.
Qui donne-moi droit qui remplace les sentiments ou les opinions de quelqu'un d'autre? J'exige que ma fille me soit retournée immédiatement. Mademoiselle Thorne, vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Le juge Hernandez a appelé une récréation pour revoir les preuves et préparer sa décision. Callie a passé l'heure à la cafétéria du palais de justice avec Lisa, à peine capable de toucher son café. Comment pensez-vous que ça s'est passé? Demanda Callie. Mieux que je l'espérais. Le témoignage de Vanessa était essentiellement une confession à la maltraitance des enfants. Son avocat aurait dû la garder hors du stand, mais elle est toujours la mère biologique de Nola. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Pas quand il y a des preuves d'abus et de fraude systématique. Et le propre témoignage de Nola était dévastateur. Les enfants de cet âge ne mentent pas sur la violence physique. Ils n'ont pas la sophistication pour inventer ces détails. Lorsque le tribunal s'est reconnu, le juge Hernandez avait l'air sombre. Cette affaire implique certains des comportements les plus flagrants que j'ai vus en 20 ans sur le banc du tribunal de la famille. Les preuves présentées aujourd'hui montrent un schéma clair de maltraitance des enfants, fraude et documenté la contrefaçon. Elle se tourna vers Vanessa. Mademoiselle Thorne, vos admissions enregistrées pour forger vos maris décédés constitueront une fraude criminelle. Votre utilisation des informations personnelles de votre fille pour obtenir du crédit constitue un vol d'identité, un crime fédéral. Dans votre propre témoignage combiné à des preuves médicales et les déclarations de l'enfant établit un abus physique systématique d'un mineur. Le visage de Vanessa était devenu blanc. Cependant, les preuves les plus accablantes contre vous venaient de votre propre bouche. Interrogé sur les blessures de votre fille, vous ne les avez pas niées. Vous les avez justifiées. Cela me dit tout ce que je dois savoir sur votre forme physique en tant que parent. Le juge Hernandez a ramassé son gavel. Par conséquent, j'accorde par la présente la garde d'urgence immédiate de Nola David Branson à sa tante, Callie Marie Branson, sur la base d'un testament légitime par le père de l'enfant. Mademoiselle Thorne, vous êtes ordonnée de céder immédiatement l'enfant. Vous ne pouvez pas faire ça. Vanessa cria, sautant sur ses pieds. C'est ma fille. Ma fille. Balef, veuillez escorter Madame Thorne de ma salle d'audience. Mademoiselle Kim, veuillez préparer les documents de transfert de garde nécessaires. Mais Vanessa n'était pas terminée. Alors que le bef s'approchait d'elle, elle se retourna vers Callie avec une purène dans ses yeux. Vous pensez que vous avez gagné? Vous ne savez pas la première chose à propos de l'éducation des enfants. Elle sera de retour avec moi dans un mois, suppliant de rentrer à la maison. Madame, tu dois partir maintenant, a déclaré fermement le bef. Elle est brisée. Elle a endommagé des marchandises à cause de ce que son père lui a fait. Vous verrez. Vous verrez à quoi elle ressemble vraiment lorsque les caméras ne roulent pas. Le balef a dû retirer physiquement Vanessa de la salle d'audience alors qu'elle continuait de crier des menaces et des accusations à moi et le silence soudain qui a suivi. La juge Hernandez a adressé Callie directement. Mademoiselle Branson, je vous accorde une garde d'urgence, mais cela devra être constitué de la garde complète en 30 jours. L'attention médicale, je publie également une ordonnance de retenue. Un petit sac à dos qui contenait apparemment tous ses biens. À genoux au niveau de Nola. Êtes-vous prêt à rentrer à la maison avec moi? Nola hocha la tête, mais ne parlez pas, ça va être différent maintenant. Tu es en sécurité. Personne ne va plus te faire de mal. Je te promets. Je le promets. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture de Callie, Nola a glissé sa petite main chez Callie. C'était la première fois que la jeune fille touchait volontairement une autre personne depuis des mois. Derrière eux, les portes du palais de justice s'ouvraient et Mason Thor a émergé, son visage se tordit de rage. Il les a repérés à travers le parking et a commencé à marcher dans leur direction avec un but. Montez dans la voiture, a déclaré Callie à Nola, déverrouillant rapidement les portes. Mason fermait la distance, ses mains serrées en poing. Ce n'est pas fini, a-t-il crié. Vous pensez qu'un morceau de papier change quoi que ce soit? La famille est la famille. Restez loin de nous, Callie a rappelé, se positionnant entre Mason et la voiture. Ce gamin appartient à ses parents de sang. Tu n'es personne, juste une vieille femme de chambre asséchée qui ne pouvait pas avoir un homme à lui. Un agent de sécurité du palais de justice avait remarqué la confrontation et approchait. Mason l'a vu venir et reculer, mais pas avant de prendre une dernière menace. Surveillez votre dos, dame. Crestwood, une petite ville. Des accidents se produisent.
Alors que Mason s'éloignait dans sa camionnette de magasin d'auto, Callie s'est rendu compte que la garde gagnante n'était que le début. Vanessa et Mason n'allaient pas accepter la défaite tranquillement, et ils savaient où elle vivait. 5 mois plus tard, Callie s'est assis dans la galerie publique du même palais de justice, regardant Vanessa Thorne conduire à la table de l'accusé dans une combinaison orange et des chaînes. La femme qui avait commandé une fois toutes les pièces dans lesquelles elle entra avait maintenant semblé hagardée et vaincue. Les mois intermédiaires ont été difficiles pour tout le monde. Nola était en thérapie 2 fois par semaine et avait fait des progrès importants, mais elle s'est toujours réveillée en criant des nuits et a tressailli lorsque quiconque a élevé la voix. Callie avait appris des patients qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Vanessa avait été arrêtée 3 semaines après l'audience de garde lorsque l'enquête du FBI sur le vol d'identité avait découvert encore plus de fraude. Elle utilisait non seulement les informations de Nola, mais aussi celles de David, continuant à utiliser ses cartes de crédit et à produire de fausses déclarations de revenus en son nom mois après sa mort. Mason avait été arrêté en tant que complice, accusé d'avoir aidé à forger le testament et à blanchir de l'argent dans son magasin d'auto. Il avait accepté de témoigner contre sa sœur en échange d'une peine plus légère. La salle d'audience était emballée. Word s'était propagé à Crestwood sur l'affaire, et de nombreuses personnes qui avaient été dupées par l'acte de Vanessa voulaient voir la justice. Toute augmentation de l'honorable juge Martinez, a annoncé le BEF. La juge Elena Martinez était connue pour ses condamnations sévères dans les affaires de maltraitance des enfants. Elle avait examiné toutes les preuves de l'audience de garde, ainsi que du matériel supplémentaire découvert lors de l'enquête criminelle. Mademoiselle Thorne, vous avez été reconnue coupable par un jury de vos pairs sur plusieurs chefs d'accusation de crimes, la maltraitance des enfants aggravée, le vol d'identité, la fraude par fil, la fraude fiscale et le complot pour commettre une fraude documentaire avant d'imposer une peine. Avez-vous quelque chose à dire? Vanessa se tenait avec son défenseur public. Son avocat cher l'avait abandonnée alors qu'elle ne pouvait plus payer ses factures. Votre honneur, je n'ai jamais voulu blesser personne. J'essayais juste de protéger ma fille et de sécuriser son avenir. J'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour. Mademoiselle Thorne, lors de votre procès, nous avons entendu des témoignages d'experts médicaux, d'agents des forces de l'ordre et de votre propre fille sur les abus systématiques que vous avez infligés. Nous avons entendu des preuves enregistrées que vous admettant la fraude et ne vous exprimant aucun remords pour vos actions. Le mot amour ne devrait jamais sortir de votre bouche en référence à cet enfant. La juge Martinez a consulté ses notes. L'enquête sur la prévente révèle un schéma de manipulation et d'abus qui s'étend sur les années. Vos employeurs d'exemple ont signalé une activité financière suspecte. Les anciens voisins ont décrit entendre des enfants pleurer à toute heure. Votre propre frère a témoigné que vous aviez une fois cassé le bras d'un enfant et l'avoir incité sur la façon dont cela s'est produit. Callie jeta un coup d'œil à Nola qui était assise à côté d'elle. La fille dessinait dans un carnet de croquis, son dernier mécanisme d'adaptation. Les photos étaient encore sombres parfois, mais elles devenaient plus brillantes. Par conséquent, le juge Martinez a poursuivi, je vous condamne à 20 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle, 5 ans pour la maltraitance des enfants aggravée, 10 ans pour le vol d'identité et la fraude financière, et 5 ans pour que le complot soit servi consécutivement. Contrôlé en permanence de tout contact avec la victime, et vous êtes soumis à une inscription à vie en tant qu'abus d'enfant. Pouvoir. Courtouze, les journalistes attendaient. L'affaire avait attiré l'attention régionale comme exemple de la façon dont les agresseurs sophistiqués pouvaient manipuler le système. Mademoiselle Branson, que pensez-vous de la phrase? Un journaliste a appelé. La justice a été rendue, a déclaré Callie simplement. C'est tout ce qui compte. Et Nola? Comment s'adapte-t-elle? Callie baissa les yeux sur la fille à côté d'elle qui serrait toujours son carnet de croquis. Elle guérit. Elle est forte. Elle va aller bien. Un message pour les autres familles traitant des abus? N'abandonnez pas, continuez à vous battre. La vérité sort toujours finalement. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Nola tira sur la manche de Callie. Est-ce vraiment fini maintenant? C'est vraiment fini, ma chérie. Elle ne peut plus te blesser. Bon. Nola a ouvert son carnet de croquis à un nouveau dessin sur lequel elle travaillait pendant la condamnation. Il a montré 2 personnages, une femme et une fille, debout devant une maison avec une clôture blanche. Au-dessus d'eux, le soleil brillait à travers des nuages blancs. Comment s'appelle-t-il? Demanda Callie. À la maison, dit simplement Nola. Ce soir-là,
les nouvelles locales ont largement couvert la condamnation. Le tir de Mugsh de Vanessa est apparu sur chaque chaîne ainsi que des détails sur ses crimes. La femme qui avait jadis charmé tout ce qu'elle a rencontré a maintenant été publiquement révélée comme un agresseur et une fraude. Ses anciens amis et connaissances se sont alignés pour donner des interviews sur la façon dont ils étaient choqués, comment ils ne soupçonnaient rien. Mais Florence Huxley, lorsqu'elle a été approchée par les journalistes, avait une perspective différente. « Je savais dès le premier jour que la femme était en difficulté », a-t-elle dit à la caméra. Certaines personnes peuvent sentir le mal. Cette femme portait du charme comme du parfum, mais en dessous, c'était tout pour rire. 6 mois plus tard, Cali a reçu une lettre transmise par le système judiciaire. Vanessa avait écrit de la prison demandant des photos de Nola et promettant qu'elle avait changé, qu'elle avait trouvé Dieu et voulait faire partie de la vie de sa fille. Cali a jeté la lettre à la poubelle sans la terminer. 1 an après la condamnation, le thérapeute de la Nola l'a déclaré prête à réduire les sessions 1 fois par mois. Les cauchemars s'étaient arrêtés. Elle a pris du poids et a grandi 3 ans. Elle rit régulièrement et s'était fait des amis dans sa nouvelle école. Mais surtout, elle se sentait en sécurité. Elle portait des manches courtes maintenant, laissant ses cicatrices se montrer sans honte. Ils étaient la preuve de ce qu'elle avait survécu et elle était fière de sa force. À l'occasion du 2e anniversaire de la décision de garde, Nola a présenté à Cali une peinture sur laquelle elle travaillait en art-thérapie. Il a montré une femme et une fille marchant sur un pont de l'obscurité au soleil. La fille dans la peinture souriait que le fond dans une écriture prudente de 7 ans. Elle avait écrit un mot, en sécurité. Cali l'a accroché dans le salon où elle pouvait le voir tous les jours. C'était un rappel que parfois les pires expériences ont conduit aux meilleurs résultats. Et cette famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agit de qui apparaît lorsque vous en avez le plus besoin. Vanessa Thorne passerait les 18 prochaines années dans une cellule en béton. Sa beauté s'estompe et son charme inutile. Elle avait perdu tout ce qui comptait avec elle. Sa liberté, sa réputation, sa fille et son avenir. Pendant ce temps, dans une petite maison à travers la ville, une petite fille apprenait à quoi ressemblait l'amour. Elle découvrait que les adultes pouvaient faire confiance, que la maison pouvait être en sécurité et que sa voix importait. Les échelles de la justice avaient finalement équilibré 3 ans après la condamnation de Vanessa. Cali a reçu un appel du département des services correctionnels de l'Oregon. Vanessa avait été retrouvée morte dans sa cellule, un suicide apparent. Elle n'avait laissé aucune note. Cali a raccroché le téléphone et a regardé à travers la table de la cuisine à Nola, 10 ans, qui travaillait sur les devoirs tout en fredonnant doucement. La fille était devenue grande et forte, ses cheveux noirs brillants de santé, ses bras décorés de bracelets d'amitié au lieu d'échymoses. Qui était-ce? Demanda Nola sans lever les yeux de ses problèmes mathématiques. Personne d'important, a déclaré Cali et le pensait. Cette nuit-là, après que Nola dormait, Cali s'est assise sur son porche et a pensé à la fermeture. Certaines personnes pourraient dire qu'elle devrait se sentir désolée pour Vanessa ou coupable de son rôle dans la chute de la femme. Mais tout ce que Cali sentait était un soulagement que la menace avait finalement disparu en permanence. Le lendemain matin, c'était samedi, et Nola est descendue au petit déjeuner avec une toile repliée sous son bras. « Je l'ai terminée », a-t-elle annoncé, fixant la peinture sur le comptoir de la cuisine. « Je suis la plus belle chose que Cali ait jamais vue. » La peinture a montré un phénix s'élevant des cendres, ses ailes se propagent largement contre un ciel bleu brillant. Mais ce n'était pas un phénix traditionnel. Il y avait le visage d'une petite fille aux cheveux noirs et des yeux sachant qu'il trempe le fond. Dans un script prudent, Nola avait écrit « Des cendres, nous nous levons ». « Qu'avez-vous appris sur celui de Phénix » demanda Cali. Madame Thompson nous a parlé à leur sujet en cours d'art. Elle a dit, parfois, les plus belles choses proviennent des pires situations. Nola regarda son peinture critique. Pensez-vous que c'est vrai? Cali a mis son bras autour de la fille qui avait survécu à l'enfer et a émergé plus fort que le nœud. Pouvons-nous l'accrocher à côté de la peinture de pont? Nous pouvons le suspendre où vous voulez. Plus tard dans la journée, ils ont visité Florence, qui avait maintenant 84 ans et gardant toujours des notes méticuleuses sur tout ce qui s'est passé dans le quartier. Elle admirait la peinture de Nola pendant que la fille jouait avec le nouveau chaton de Florence. Cet enfant va faire de grandes choses, en regardant Nola gigle. Elle a survécu. C'est la plus grande chose de tous. Alors que le soleil se couchait sur Crestwood, Cali était assise sur son porche avec une tasse de thé, regardant Nola pratiquer des astuces de planche à roulettes dans l'allée.
La fille était désormais sans peur, disposée à tomber et à se relever, à faire confiance à quelqu'un qui serait là pour bandier ses genoux grattés et encourager ses succès. Intéressant de l'acheter. Cet amour n'avait pas à blesser, à laquelle les adultes pouvaient faire confiance et que sa voix avait le pouvoir. Elle était en sécurité et dans une petite maison à Crestwood, en Oregon, qui était suffisante pour construire une toute nouvelle vie. Périphérique, la fille se retournait. Nola se faufilait sur le côté de la maison d'Anessa, se tenant près de l'ombre. La fillette regarda des deux côtés, puis traversa la rue en courant vers la boîte aux lettres de Callie. Callie se leva lentement, ne voulant pas la surprendre. Mais lorsqu'elle atteignit le bout de son allée, Nola courait déjà vers la maison, ses longues manches flottant derrière elle. À l'intérieur de la boîte aux lettres, Callie trouva un morceau de papier, un dessin au crayon de couleur, d'une main d'enfant prudente. Il représentait une fille aux cheveux noirs debout dans une boîte noire. La fille sur le dessin pleurait, la bouche ouverte dans ce qui ne pouvait être qu'un cri. Au-dessus de la boîte. Les mains de Callie tremblaient tandis qu'elle examinait le dessin. Ce n'était pas l'œuvre d'un enfant qui faisait semblant. C'était un appel à l'aide. Elle regarda la maison d'en face. La plupart des fenêtres étaient maintenant sombres, mais elle pouvait voir une lumière allumée dans ce qui devait être une chambre à l'étage. Une petite silhouette passa devant la fenêtre. Nola, probablement en train de se préparer à aller se coucher. « Je te vois, ma puce », murmura Callie dans l'air nocturne. « Je te vois. » 3 jours plus tard, Callie se retrouva au vide-grenier mensuel de Crestwood Town Square. Elle ne cherchait rien de particulier, juste à sortir de la maison et à cesser de fixer la porte d'entrée de Vanessa. L'air matinal était encore légèrement frais, mais à midi, il serait de nouveau brûlant. Callie erra entre les tables de livres d'occasion, d'ustensiles de cuisine et de jouets pour enfants, l'esprit à moitié absorbé par la marchandise. « Vous cherchez quelque chose de spécial ?» demanda Madame Garrett. Une femme âgée que Callie reconnut. « Je flânais », répondit Callie en prenant sur la table de jeu un puzzle en bois qui appartenait à ma petite fille. Elle est trop grande maintenant, mais il est encore en parfait état. Callie retourna le puzzle dans ses mains. C'était un de ces puzzles en bois avec de grandes pièces, adaptés aux jeunes enfants. Combien ? 2 $. En sortant son portefeuille, Callie remarqua quelque chose qui dépassait entre 2 pièces. Elle le détacha avec précaution. C'était un morceau de cahier déchiré, le genre de papier à large ligne que les écoles donnent aux jeunes enfants. Écrit d'une écriture enfantine soignée, il y avait ces mots. Elle me dit, si je pleure encore, je dormirai dehors avec les rats. Le sang de Callie se glaça. Elle regarda de nouveau le puzzle, puis Madame Garrett. D'où avez-vous dit que ça venait ? De ma petite fille. Pourquoi ? Quelque chose ne va pas ? Non. Non. C'est parfait. Callie lui tendit l'argent d'une main tremblante. Votre petite fille habitait-elle ici, en ville ? Oh, oui. Juste quelques pâtés de maison de là, sur Pine Street. Une petite fille adorable, mais sa famille a déménagé en Californie le mois dernier. Les enfants grandissent si vite de nos jours. Callie hocha la tête d'un air absent, l'esprit en ébullition. Pine Street était loin de chez Vanessa, ce qui signifiait que ce morceau de papier ne venait pas de la petite fille de Madame Garrett. Elle rentra chez elle avec le puzzle sur le siège passager, ce bout de papier lui brûlant la poche. Une fois à l'intérieur, elle examina le puzzle plus attentivement. Il y avait 2 autres morceaux de papier coincés entre les pièces en bois. Le deuxième disait, « Maman dit que les bleus sont juste ma peau qui est fragile. » Le troisième fit asseoir Callie sur sa chaise de cuisine. J'ai dessiné la ceinture, mais elle l'a trouvée et m'a fait manger le papier. Ce n'étaient pas des gribouillis d'enfants au hasard. C'étaient des morceaux d'un journal intime et Callie était prête à parier qu'elle savait exactement de qui il provenait. Elle prit son téléphone et appela la bibliothèque. La bibliothèque publique de Crestwood. Rowan à l'appareil. Rowan, c'est Callie. J'ai quelque chose à te demander et j'ai besoin que tu le fasses. Garde ça pour nous. Bien sûr. Que se passe-t-il ? Tu travaillais pour les services de protection de l'enfance, n'est-ce pas ? Avant de venir à la bibliothèque pendant 3 ans. Ouais. Quoi ? Callie prit une grande inspiration. Si un enfant était maltraité, comment le documenterait-il ? Enfin, s'ils essayaient de garder une trace mais devaient la cacher, le silence était long. Callie, ça va ? Quelqu'un est-il blessé ? Je ne peux pas,
Je ne peux pas encore le dire. J'ai juste besoin de savoir. Les enfants maltraités essaient souvent de documenter ce qui leur arrive, même s'ils ne comprennent pas bien ce qu'ils font. Ils peuvent écrire des notes, faire des dessins, cacher des choses dans des endroits que seuls connaissent. La voix de Rowan était devenue professionnelle, prudente. Ils essaient de donner un sens à leur monde, et parfois ils accumulent des preuves sans s'en rendre compte. Que ferais-tu si tu trouvais quelque chose comme ça? Je le signalerais immédiatement. Mais Callie, si tu es confronté à une situation comme celle-ci, tu dois être prudente. Les agresseurs peuvent être dangereux lorsqu'ils se sentent acculés. Après la pendaison en se levant, Callie étala les 3 feuilles de papier sur la table de la cuisine. L'écriture était clairement celle d'une jeune enfant, quelqu'un qui apprenait à former correctement les lettres. Le papier lui-même était bon marché, du genre qu'on trouve dans les cahiers de composition du magasin à $1. Elle pensa à Nola, aux manches longues et au bleu autour de ses poignets, au dessin dans sa boîte aux lettres, et à la façon dont la fillette avait pratiquement couru pour fuir la voix de sa mère. Les morceaux commençaient à former une image, et c'était plus laid que Callie ne l'avait imaginé. Ce soir-là, elle se posta de nouveau sur son porche, cette fois avec un livre en guise de couverture. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Vers 20h, Vanessa sortit de la maison vêtue d'une robe noire moulante et de talons. Elle monta dans sa Honda et partit, laissant la maison dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre à l'étage. Callie attendit encore 1 heure, puis traversa la rue. La porte d'entrée était verrouillée, mais elle savait que la plupart de ces vieilles maisons avaient des portes de derrière qui ne fermaient pas toujours correctement. Effectivement, la porte de la cuisine s'ouvrit avec une légère pression. Nola, appela-t-elle doucement. Chérie, c'est tante Callie. Des pas craquèrent au-dessus de nos têtes, puis Nola apparut en haut des escaliers. Elle portait un pyjama à manches longues, bien sûr, et ses cheveux noirs étaient emmêlés autour de son visage. Où est ta maman, ma puce? Dehors, chuchota Nola. Elle dit qu'elle rentrerait tard. Je peux monter? Nola hocha la tête et retourna dans le couloir. Callie la suivit dans une petite chambre, vide et froide. Un lit simple avec des couvertures fines, une petite commode, et rien d'autre. Pas de jouets, pas de livres, pas de décoration. On aurait dit une cellule de prison plutôt qu'une chambre d'enfant. Nola, j'ai trouvé quelque chose au vide-grenier aujourd'hui. Callie s'assit au bord du lit et sortit les 3 feuilles de papier. C'est toi qui as écrit ça. Les yeux de la fille s'écarquillèrent et elle recula vers le mur. Je ne voulais pas. J'avais peur et je voulais me souvenir, mais elle dit que si elle en trouvait d'autres, elle, tu n'as pas d'ennui. Callie garda une voix douce. Tu n'as pas d'ennui du tout. Tu as été très intelligente d'écrire ça. Elle m'a fait jeter mon carnet. Elle a dit que je mentais à son sujet, mais tu as d'abord arraché des pages et tu les as cachées dans le puzzle. Nola hocha la tête, les larmes commençant à couler. Je les avais déposées là pendant qu'on faisait nos bagages. Je ne pensais pas que quelqu'un regarderait. Le cœur de Callie se brisa en voyant cette petite fille effrayée. Ma chérie, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce que ta mère te fait mal? Pendant un instant, Nola la fixa du regard. Puis, lentement, elle remonta la manche de son haut de pyjama. Callie eut un hoquet de surprise. Le bras de la fille était couvert de bleu, certains frais et violets, d'autres virant au jaune. Autour de son poignet, il y avait une marque visible due à un lien trop serré. Elle dit que c'est parce que je suis méchante. Nola chuchota. Elle dit que si je le dis à quelqu'un, ils m'emmèneront et me mettront dans un endroit pire. Oh, ma chérie. Non, tu n'es pas méchante. Et ce n'est pas ta faute. Callie voulait prendre la fille dans ses bras, mais elle voyait avec quelle précaution Nola se tenait. Quelqu'un d'autre a vu ces bleus? Je portais toujours des manches. Elle s'en assure. Et ton oncle maçonne? Est-ce qu'il est au courant? Le visage de Nola se décomposa. Il l'aida à attacher la ceinture autour de mes poignets quand je n'arrêtais pas de pleurer. Il dit, il fallait que j'apprenne à me taire. La rage qui emplissait Callie était si intense qu'elle dut fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Lorsqu'elle les rouvrit, Nola la regardait avec ses grands yeux solennels. Je vais t'aider, dit Callie fermement. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité. Elle me fera encore plus mal si elle l'apprend. Je lui ai dit qu'elle n'en aurait pas l'occasion. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse encore un petit moment. Ok, tu peux faire ça.
Nola hocha la tête en s'essuyant le nez avec sa manche. Je veux que tu retournes te coucher maintenant et que tu fasses comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Demain, je vais passer des coups de fil. Des gens viendront te parler et tu dois leur dire la vérité. Toute la vérité. Tu peux faire ça? Seras-tu là? J'essaierai d'être là. Mais même si je ne le suis pas, souviens-toi que tu dis la vérité, et c'est toujours le cas. La bonne chose à faire. Callie est partie comme elle était venue, les mains tremblantes de colère et de détermination. Elle avait ce qu'il lui fallait maintenant. Des preuves documentées de maltraitance, écrites de la main de l'enfant, et le témoignage de Nola. Ça devrait suffire. Le lendemain matin, Callie était assise sur le parking du bâtiment du département des services sociaux de l'Oregon, fixant la façade en béton et essayant de se calmer. Elle a appelé à la première heure et on lui a dit de venir immédiatement. L'assistante sociale chargée de son rapport était une femme à l'air fatiguée, nommée Janet Morrison, qui avait l'air de quelqu'un qui en avait trop vu et trop peu cru. « Vous dites que cet enfant est votre nièce ?» demanda Morrison en feuilletant les pages que Callie avait apportées. « La fille de mon frère. Il est mort il y a 8 mois dans un accident de voiture. Et la mère, c'est Vanessa Thorne. Elle? Ce n'est pas une bonne personne. Elle n'a jamais voulu d'enfant et elle a déversé ses frustrations sur Nola. » Morrison étudia les pages du journal en fronçant les sourcils. Cette écriture correspond aux capacités d'une enfant de 7 ans, et son contenu est certainement inquiétant. Elle a levé les yeux vers Callie. Vous avez dit avoir remarqué des bleus sur l'enfant, des traces de doigts autour de ses poignets, des bleus sur ses bras, et qu'elle porte constamment des manches longues même par cette chaleur, des signes comportementaux de maltraitance. Elle est renfermée, parle et chuchote, sursaute lorsque les adultes haussent le ton. Elle m'a fait un dessin pour demander de l'aide. Callie a sorti le dessin de Nola. Ce n'est pas un comportement enfantin normal. Morrison a pris des notes sur son ordinateur. Nous devrons interroger l'enfant et procéder à un examen physique. Je devrais également parler à une mère et à d'autres adultes du foyer. Il y a un oncle, Mason Thorne. Il possède un garage automobile en centre-ville. Je planifierai une visite à domicile cet après-midi. Dans ce genre de cas, nous essayons d'agir vite. Callie a senti une partie de la tension la quitter. Merci. Cette petite fille a assez souffert. Mais lorsque Morrison et un adjoint du shérif arrivèrent chez Vanessa cet après-midi-là, ils découvrirent une scène complètement différente de celle décrite par Callie. Callie regarda par sa fenêtre Vanessa ouvrir la porte, vêtue d'une robe d'été fluide. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage impeccable. On aurait dit une veuve endeuillée qui faisait de son mieux pour tenir le coup. « Oh mon Dieu, tout va bien ?» La voix de Vanessa résonna de l'autre côté de la rue, juste assez forte pour que les voisins l'entendent. « Madame, nous sommes ici pour un rapport concernant le bien-être de votre fille. »« Ma fille ? Oh non. A-t-elle des ennuis à l'école ? Je suis tellement inquiète de la façon dont elle gère la mort de son père. » Callie n'entendit pas la réponse de Morrison, mais elle regarda Vanessa les inviter à entrer. Son langage corporel traduisait parfaitement le choc, l'inquiétude et une coopération totale. 20 minutes plus tard, Nola apparut à la porte d'entrée, tenant la main de Vanessa. La jeune fille portait une joyeuse robe d'été jaune à manches courtes. Et de là où Callie était assise, elle ressemblait à n'importe quel enfant de 7 ans. Il n'y avait pas un seul bleu visible, ce qui aurait pu lui faire serrer le cœur. L'interrogatoire dura encore 30 minutes. Lorsque Morrison et l'adjoint sortirent, ils furent suivis de Vanessa, qui s'essuyait les yeux avec un mouchoir. « J'espère que vous comprenez. » Vanessa disait, Nola traverse une période très difficile depuis la mort de son père. Parfois, elle invente des histoires parce qu'elle est en colère contre le monde. Son thérapeute dit que c'est normal pendant le deuil. Bien sûr, madame, nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Non, non. Je suis reconnaissante que des gens prennent soin d'elle. Cela montre à quel point notre communauté est bienveillante. Alors que les fonctionnaires s'éloignaient, Vanessa regarda la maison de Callie de l'autre côté de la rue. Même de loin, Callie pouvait voir la femme sourire. Il était froid et triomphant. 1 heure plus tard, l'adjoint Bryce Conlin frappa à la porte de Callie. « Bonjour, Callie. Ça vous dérange si j'entre ?» Bryce était un homme bien qui avait grandi à Crestwood. Mais il avait une faiblesse majeure. Il était amoureux de Vanessa Thorne depuis le lycée. Même si elle ne lui avait jamais accordé une seule minute à l'époque,
il était toujours sous son charme. Que puis-je faire pour vous? Bryce? Eh bien, je reviens de chez Thorne. Il y a une plainte pour maltraitance infantile. Je sais. Je l'ai déposée. Bryce se tortilla, mal à l'aise. Callie, je connais Vanessa depuis des années. Elle est peut-être exigeante, mais ce n'est pas une agresseuse. Et cette petite fille m'avait l'air en bonne santé et heureuse. As-tu vu ses bras? Son poignet. J'ai vu une enfant normale en robe d'été jouer avec ses jouets. Pas de bleu, pas de signe de traumatisme. Le ton de Bryce devenait défensif. Écoute, je comprends que tu aies traversé beaucoup d'épreuves avec la mort de ton frère et tout, mais porter de fausses accusations contre une mère en deuil. De fausses accusations. La voix de Callie s'éleva. Bryce, j'ai des preuves. Des preuves écrites de la main de cet enfant. Les enfants inventent des histoires, surtout ceux qui vivent un traumatisme. Callie le fixa, réalisant avec une horreur croissante que Vanessa l'avait aussi atteint. T'a-t-elle dit que j'étais instable? Que je cherchais de l'attention. Bryce, son expression lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle est bonne, dit Callie avec amertume. Je lui accorde ça. Elle est vraiment très bonne. Callie, tu es une gentille dame, mais tu dois laisser tomber. Cette famille a déjà assez souffert sans que de fausses accusations n'empirent les choses. Après le départ de Bryce, Callie s'assit dans sa cuisine et essaya de comprendre ce qui n'allait pas. Vanessa s'y était préparée. Elle couvrit les bleus de Nola d'une manière ou d'une autre, probablement avec du maquillage, et lui conseilla quoi dire. Elle se présenta comme la mère endeuillée idéale et dépeignit Callie comme la belle-sœur instable qui n'acceptait pas la disparition de son frère. C'était un chef-d'œuvre. Mais Callie ne baissa pas les bras. Au contraire, la performance de Vanessa n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Cette femme était une manipulatrice narcissique qui considérait sa fille comme sa propriété. Et maintenant, elle savait que Callie la traquait, ce qui signifiait que Nola était plus en danger que jamais. Ce soir-là, Callie appela la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance, Rowan. C'est moi. J'ai besoin d'aide. Que s'est-il passé avec la visite aux services sociaux? Elle était prête. Elle a camouflé ses bleus. L'entraîneur de la petite a joué la veuve endeuillée. Ils ont complètement gobé l'affaire. J'avais peur de ça. Les agresseurs expérimentés sont souvent très doués pour manipuler le système. Que faire maintenant? Je ne peux pas laisser passer ça. Vous non plus. Mais vous avez besoin de meilleures preuves, de plus de documentation, et vous devez être plus intelligente dans votre façon de les présenter. Voulez-vous m'aider? Il y eut un silence. Callie, si on fait ça, il faut le faire bien. Une seule erreur, et cette petite fille pourrait se retrouver dans une situation encore plus dangereuse. Je comprends. Alors, oui, je t'aiderai. Mais il nous faudra plus que des pages de journal intime et ta parole contre la sienne. De quoi avons-nous besoin? De tout, des preuves médicales, des témoignages, des dossiers financiers, tout ce qui montre un schéma de maltraitance et de négligence. Nous devons monter un dossier si solide qu'elle ne puisse pas s'en sortir par le charme. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Mais Callie, si nous avons raison pour cette femme, le temps est la seule chose qui manque à cette petite fille. Florence Huxley prenait des notes depuis 43 ans. Au départ, c'était un moyen de suivre les symptômes de ses patients lorsqu'elle travaillait comme infirmière, puis c'est devenu une habitude de noter tout ce qui lui semblait important. Ses voisins la trouvaient curieuse. Ils n'avaient aucune idée de son exactitude. Parlez-moi encore des cris, dit Callie, assise à la table de la cuisine de Florence, une tasse de café refroidissant dans les mains. J'ai commencé environ une semaine après leur emménagement. Florence feuilleta un petit carnet, ses lunettes de lecture posées sur le bout du nez. 15 juillet, 2h30 du matin. Les pleurs aigus durèrent environ 12 minutes. 17 juillet, 21h45. Même pleurs, mais moins long. 22 juillet, combien de fois au total? 17 cas documentés au cours des 3 dernières semaines. Florence leva les yeux de ses notes. Et c'est exactement ce que j'entendis depuis ma chambre. Il aurait pu y en avoir plus. Pendant la journée, quand j'étais sorti, Callie s'est frotté le front. As-tu déjà appelé la police? 2 fois. La première fois, ils ont dit que c'était probablement juste un enfant qui faisait des cauchemars. La deuxième fois, l'adjoint Common est sorti,
a parlé à cette femme de Thorne pendant environ 5 minutes, puis est parti. Il m'a dit que l'enfant allait bien et que je devais m'occuper de mes affaires. Et les autres voisins? Quelqu'un d'autre a entendu quelque chose? Les Martin d'en face sont tous les deux à moitié sourds. Les étudiants de la maison de location mettent leur musique trop fort pour entendre quoi que ce soit. Et les Henderson? Florence a secoué la tête. Ils ont leurs propres problèmes. Une procédure de divorce. Callie a pris des notes dans son propre carnet. Et les poubelles? Tu en as parlé. Ah oui. Les yeux de Florence se sont illuminés. Je sors toujours mes poubelles le mardi soir. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer ce que les autres jettent. La maison de Thorne était intéressante. Elle a conduit Callie à la fenêtre de sa cuisine, qui offrait une vue dégagée sur l'allée de Thorne et les poubelles. J'y ai vu des vêtements déchirés, certains à la taille d'un enfant. Avec ce qui ressemblait à des taches de sang. Et aussi des bouteilles de vin vides, des plus chères, généralement 3 ou 4 par semaine. Tu as surveillé leurs poubelles. J'ai tout surveillé, ma chère. Cette femme part presque tous les après-midi, laissant l'enfant seul. Parfois, elle est absente pendant des heures. Hier, elle n'est revenue qu'après minuit, trébuchant sur les marches du perron, ivre. Callie sentit sa colère monter à nouveau, et personne ne l'avait signalé. Qui croirait les notes d'une vieille femme face à la parole d'une mère en deuil? Florence referma son carnet d'un coup sec. Mais tu me crois, n'est-ce pas? Chaque mot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant que Callie ne puisse répondre, son téléphone vibra, un SMS de Rowan lui envoyant un message. Tu peux me retrouver à la bibliothèque? J'ai trouvé quelque chose d'important. 30 minutes plus tard, Callie trouva Rowan dans le bureau de la bibliothèque, entouré de documents imprimés et juridiques. J'ai passé quelques appels, dit Rowan sans préambule. Tu te souviens, je t'ai dit que j'avais encore des contacts avec les services de protection de l'enfance? Oui, l'une d'elles travaille pour une association à but non lucratif qui propose des examens médicaux pour les cas suspectés de maltraitance. Elle est disposée à voir Nola, mais il faut que cela paraisse légitime. On ne peut pas simplement intervenir et demander un examen. Comment faire? Le programme d'art d'été de la bibliothèque. Nous organisons un atelier la semaine prochaine sur l'art thérapeutique pour les enfants traumatisés. C'est parfaitement légitime, et nous pouvons inviter spécifiquement les familles qui pourraient en bénéficier. Callie commençait à voir où cela nous menait. Et une partie du programme comprend un bilan de santé. Le docteur Sarachin est bénévole pour ces ateliers. C'est une pédiatre spécialisée dans les cas de traumatisme. Si elle remarque des blessures pendant les activités artistiques, elle doit signaler les blessures. Rowan haussa les épaules. Eh bien, elle est tenue de signaler les blessures. Vanessa acceptera-t-elle que Nola participe? C'est là que ça devient intéressant. J'ai consulté la liste d'invitations initiales pour le programme. Vanessa avait déjà inscrit Nola il y a 3 semaines. Callie cligna des yeux. Elle quoi? Apparemment, elle a confié à tout le monde combien elle était préoccupée par l'état émotionnel de Nola et qu'elle cherchait un programme pour aider sa fille à surmonter son deuil. Elle a joué le rôle d'une mère dévouée envers quiconque veut bien l'écouter, alors elle s'attend à être invitée. Exactement. Et comme il s'agit d'un atelier en groupe avec d'autres parents et enfants, elle ne voudra pas se rétracter sans paraître suspecte. L'atelier était prévu pour le jeudi suivant. Callie a passé les jours suivants à surveiller la maison Thorne, notant tout ce qu'elle pouvait observer. Florence a partagé ses notes remontant à 3 semaines, créant une chronologie des perturbations et des activités suspectes. Mercredi soir, Callie a regardé Vanessa quitter la maison dans sa Honda, habillée pour une soirée. Cette fois, Callie était prête. Elle a attendu que la voiture de Vanessa disparaisse au coin de la rue, puis a traversé la rue et a frappé doucement à la porte de derrière. Nola, c'est tante Callie. La porte s'est ouverte presque aussitôt. Nola se tenait là, dans ses inévitables manches longues, l'air plus mince que jamais. Maman n'est pas là, murmura-t-elle. Je sais, ma puce. Je voulais te parler de quelque chose. Il y a un cours d'art à la bibliothèque demain. Ta maman Y a déjà inscrite. Les yeux de Nola s'écarquillèrent légèrement. J'ai des ennuis? Non, ma puce. Non, tu n'as pas de problème. Mais il y aura un médecin là-bas. Une gentille femme médecin qui aide les enfants à se sentir mieux. Elle pourrait demander à voir tes bras.
Maman dit de ne jamais laisser personne voir. Je sais que c'est ce qu'elle dit, mais parfois les mamans ont tort. Cali s'agenouilla au niveau des yeux de Nola. Si le médecin demande à voir tes bras, je veux que tu lui montres. Tu peux faire ça? Tu seras là? Je serai là et mon ami Rowan aussi. On ne laissera rien de mal t'arriver. Nola hocha lentement la tête. D'accord. Le jeudi après-midi arriva avec la chaleur accablante habituelle. La salle principale de la bibliothèque avait été transformée en atelier d'art avec des tables couvertes de papier, de crayons, de peinture et d'autres fournitures. Le docteur Chin était une petite femme douce qui se déplaçait avec une assurance tranquille. Vanessa arriva pile à l'heure, vêtue d'une robe blanche fluide qui la faisait ressembler à un ange. Elle tenait Nola par la main, et la jeune fille portait un chemisier blanc à manches longues malgré la température. Un chemisier blanc à manches longues malgré la température. C'est tellement merveilleux, s'exclama Vanessa à Rowan. Nola attendait ça avec impatience toute la semaine. Pas vrai, ma chérie? Nola hocha la tête en silence, ses yeux scrutant déjà la salle à la recherche de Cali. Pourquoi ne pas t'asseoir à l'une des tables, suggéra Rowan. Nous commencerons dans quelques minutes. Au début de l'atelier, le docteur Chin se déplaçait entre les tables, discutant avec les enfants de leur création et observant leur comportement. Cali se plaça de manière à pouvoir observer Nola et Vanessa. Aujourd'hui, nous allons dessiner des images sur les sentiments, annonça le docteur Chin. Parfois, quand on est triste ou effrayé, il est bon de coucher ses sentiments sur le papier. Nola prit un crayon noir et commença à dessiner. Cali ne voyait pas ce qu'elle créait, mais elle percevait l'intensité des mouvements de la fillette. Au bout d'une vingtaine de minutes, le docteur Chin se dirigea vers la table de Nola. C'est une image très intéressante, Nola. Pouvez-vous m'en parler? Nola jeta un regard nerveux à sa mère, puis chuchota quelque chose au docteur Chin. Le médecin acquiesça et répondit, trop bas pour que personne d'autre ne l'entende. Il commence à faire chaud ici, dit le docteur Chin d'une voix plus forte. Quelqu'un voudrait-il retrousser ses manches pour être plus à l'aise? Plusieurs enfants le firent aussitôt. Nola hésita, regardant de nouveau Vanessa, qui discutait avec une autre mère sans y prêter attention. Lentement, prudemment, Nola remonta les manches de son chemisier blanc. Même de l'autre côté de la pièce, Cali pouvait voir la réaction du docteur Chen. Le calme professionnel du médecin ne vacilla pas, mais son regard se durcit en observant les marques sur les bras de Nola. Nola, j'aimerais vous parler en privé un instant. Ça vous va? La voix du docteur Chin était douce mais ferme. Avant que Nola puisse répondre, Vanessa apparut à la table. Tout va bien? Tout va bien, dit doucement le docteur Chin. J'admirais simplement les œuvres de Nola. Elle a beaucoup de talent. Elle tient ça de son père. Le sourire de Vanessa était fragile. Il a toujours eu un côté artistique. En fait, je me demandais si je pouvais vous parler à toutes les deux en privé. Juste une petite consultation sur des ressources qui pourraient aider Nola à faire son deuil. Vanessa plissa légèrement les yeux, mais elle ne pouvait refuser sans paraître peu coopérative. Bien sûr, elles se dirigèrent vers une petite salle de conférence à l'écart de la salle principale. Par la porte vitrée, Cali vit le docteur Chin discuter avec Vanessa et Nola avec sérieux. Le langage corporel de Vanessa devint de plus en plus tendu à mesure que la conversation se poursuivait. Au bout de 10 minutes, elles en sortirent. Le visage de Vanessa était rouge et elle serrait fermement la main de Nola. Il faut qu'on y aille, annonça Vanessa d'une voix forte. Nola ne se sent pas bien. Mais on n'a pas fini l'atelier, protesta Rowan. Elle a eu assez d'art-thérapie pour aujourd'hui. Vanessa entraînait déjà Nola vers la sortie. Viens, ma chérie. On te ramène à la maison. Dès leur départ, le docteur Chin s'approcha de Cali et Rowan. Il faut qu'on parle, dit-elle doucement. En ce moment même, dans l'intimité du cabinet de Rowan, le docteur Chin a étalé des photos qu'elle avait prises avec son téléphone pendant la consultation. Ces photos sont compatibles avec des violences physiques, dit-elle sans préambule. De multiples ecchymoses à divers stades de cicatrisation. Des marques de ligature autour des deux poignets. Ce qui semble être une marque de ceinture sur le haut du bras. Cet enfant est systématiquement maltraité. Allez-vous le signaler, demanda Cali. Je l'ai déjà fait, mais vu ce qui s'est passé lors du premier signalement, je voulais vous prévenir. Cette femme va prétendre que les blessures sont dues à des activités normales de l'enfance ou que l'enfant se blesse lors de deuil.
La croiront-ils à nouveau? Pas avec ses photos et mon avis médical. Mais elle va se battre, et elle va se battre de manière déloyale. Le docteur Chin avait raison. Quand Cali est rentré ce soir-là, l'adjoint Conlin l'attendait sur son perron. Il faut qu'on parle. Cali, laisse-moi deviner. Vanessa t'a appelé. Elle a porté plainte pour harcèlement contre toi. Elle dit que tu les as harcelés, elle et sa fille, pour essayer de monter l'enfant contre sa mère. Et tu la crois. Bryce avait l'air mal à l'aise. Je crois que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Et parfois, le deuil pousse les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Bryce, cette femme maltraite sa fille. Un médecin vient de déposer un rapport le confirmant. Un médecin que tu as fait examiner l'enfant sous de faux prétextes. Ça va nuire à ta crédibilité quand l'affaire sera portée devant le tribunal. Ces mots ont fait l'effet d'une gifle à Cali. Quand l'affaire sera portée devant le tribunal, Vanessa prendra un avocat. Elle parle de te poursuivre pour diffamation et harcèlement. Elle envisage aussi d'obtenir une ordonnance restrictive. Elle ne peut pas faire ça. Elle le peut et elle le fera si tu ne recules pas Cali, je te dis ça en tant qu'ami. Tu dois laisser tomber avant que ça ne détruise ta vie. Après le départ de Bryce, Cali s'assit sur son porche et fixa la maison d'en face. Toutes les fenêtres étaient sombres, sauf une pièce à l'étage où une petite silhouette passait de temps en temps. Son téléphone sonna. Rowan, c'est grave, demanda Rowan. Grave? Elle fait intervenir des avocats. On parle d'ordonnance restrictive. Alors il faut accélérer le mouvement. J'ai fouillé dans le passé de Vanessa. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Quoi? Le testament de ton frère. L'original, pas celui qui a donné la garde de Nola à Vanessa. Cali en eut le souffle coupé. Que veux-tu dire? Retrouve-moi demain matin tôt et apporte tous les documents juridiques de la succession de ton frère. Rowan, qu'as-tu trouvé? La preuve que Vanessa Thorne est une menteuse et peut-être une criminelle. Le tribunal du comté de Crestwood a ouvert ses archives publiques à 8 heures précises. Rowan attendait sur le parking quand Cali est arrivé. Une chemise en papier craft sous le bras et une expression sombre sur le visage. Je suis ici depuis 7 heures, dit Rowan. Je voulais m'assurer qu'on était les premiers. Que cherchons-nous exactement? Le vrai testament. Celui que votre frère a effectivement déposé. Ils traversèrent les couloirs de marbre du palais de justice jusqu'au greffe. Rowan avait manifestement fait cela avant qu'il ne sache exactement quel formulaire remplir et quels frais payer. J'ai besoin de voir tous les documents relatifs à la succession de David Branson, dit Rowan au greffier. La date du décès était le 15 novembre de l'année dernière. La greffière, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués, disparut dans l'arrière-salle. Elle revint 20 minutes plus tard avec un épais dossier. Vous pouvez les consulter à la table là-bas. Pas de téléphone, pas de photocopie sans payer les frais. Rowan étala les documents sur la petite table, les classant par ordre chronologique. Voici ce que j'ai trouvé hier, dirent-ils en désignant un document daté de 3 mois avant le décès de David. C'est un testament que votre frère a déposé en août. Regardez les dispositions relatives à la garde. Cali se pencha pour lire le texte juridique. C'était dense et confus, mais une section était suffisamment claire. En cas de décès, je nomme par la présente ma sœur, Cali Marie Branson, tutrice légale de ma fille mineure, Nola David Branson. Il m'a donné la garde, murmura Cali. La garde complète, légale et physique. Vanessa a été spécifiquement exclue de la tutelle en raison de ce que David appelait des inquiétudes concernant sa stabilité et ses capacités parentales. Mais le testament homologué est celui-ci. Rowan a sorti un autre document daté de 2 semaines seulement après le décès de David, déposé par l'avocat de Vanessa. Il lui accorde la garde complète et ne vous mentionne comme tutrice potentielle que si les circonstances empêchent la mère de s'occuper de l'enfant. Cali fixa les 2 documents. Elle a falsifié un Nouveau Testament. C'est ce qu'il semble. Mais nous devons le prouver. J'ai déjà contacté une amie avocate. Elle est prête à prendre en charge cette affaire bénévolement si nous pouvons prouver une fraude. Quel genre de preuves? Des relevés bancaires pour commencer. Si Vanessa a payé quelqu'un pour falsifier des documents ou corrompre des fonctionnaires, il pourrait y avoir une trace écrite. De plus, le testament original devrait comporter des signatures de témoins. Nous pouvons les retrouver et vérifier ce qu'ils ont réellement signé.
Ils ont dépensé le reste. Ils passèrent la matinée à photographier les documents et à prendre des notes. À midi, ils avaient suffisamment de preuves pour convaincre l'ami avocat de Rowan d'y regarder de plus près. L'avocate Lisa Kim était une petite femme au regard perçant et vêtue d'un tailleur coûteux. Son bureau se trouvait dans une maison victorienne reconvertie près du centre-ville de Crestwood et ses murs étaient couverts de certificats et de récompenses. C'est assurément une fraude, déclara Kim après avoir examiné les documents. Les signatures ne correspondent pas. Le sceau du notaire est erroné et la date de dépôt est suspecte, mais le prouver au tribunal nécessitera plus qu'une simple analyse des documents. De quoi avons-nous besoin, demanda Callie. Le notaire qui aurait été témoin de cela s'appelait Robert Martinez. Il travaille ou travaillait au garage de Mason Thorne. Ce n'est pas une coïncidence. Rowan se pencha en avant. Vous pensez que Mason était impliqué dans la falsification? Je pense que Mason a aidé sa sœur à commettre une fraude. Et si nous pouvons le prouver, nous pourrons tout démêler. Kim prit des notes sur un bloc-notes. Je vais déposer une requête pour que les 2 testaments soient examinés par un graphologue. Je suis également. Je vais assigner Vanessa et Mason à comparaître sur leur relevé bancaire pour rechercher des paiements suspects. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines, peut-être des mois. Mais il y a autre chose que nous pouvons faire maintenant. Kim a sorti son téléphone. Je vais appeler la brigade des crimes financiers de la police d'État. Eh bien, la falsification est un crime, et s'ils ouvrent une enquête, cela renforcera notre dossier de garde. Pendant que Kim passait ses appels, Callie est sortie prendre l'air. La chaleur de l'après-midi était accablante, mais ça faisait du bien d'agir au lieu de simplement regarder et attendre. Son téléphone a vibré, un SMS de Florence a retenti. Il faut que tu vois ça. Rentre à la maison tout de suite. Callie a trouvé Florence dans son jardin avec des jumelles et un appareil photo avec téléobjectif. Je surveille la maison Thorne depuis ton départ ce matin, a dit Florence sans préambule. Vanessa est rentrée vers midi avec Mason et un autre homme que je n'ai pas reconnu. Ils sont là depuis 2 heures. Alors, regarde. Florence lui a tendu les jumelles et a pointé du doigt la maison de Vanessa. À travers les lentilles, Callie pouvait voir ce qui semblait être la chambre de Nola. La fille était assise sur son lit, mais quelque chose clochait. Ses bras étaient tirés derrière elle et il y avait quelque chose autour de sa bouche. Bon sang, est-elle attachée? C'est ce que j'ai l'impression. Et ce n'est pas tout. Florence a montré l'écran de l'appareil à Callie. Je prends des photos depuis 1 heure. Les photos montraient clairement Nola attachée sur le lit tandis que des silhouettes adultes se déplaçaient dans la pièce. Sur une photo, on voyait Mason tenant ce qui ressemblait à une corde. Il faut appeler la police, dit Callie. J'ai déjà essayé d'appeler la ligne non urgente et ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un dès qu'ils le pourraient. C'était il y a 1 heure. Callie composait déjà le 911. C'est une urgence. Je signale une maltraitance infantile en cours. Le répartiteur était plus réactif qu'un appel d'urgence. Une voiture de patrouille est arrivée dans les 10 minutes, mais ce n'était pas l'adjoint Conlin. C'était l'agent Patricia Williams, une jeune femme récemment recrutée. Madame, vous avez signalé une maltraitance infantile. La petite fille de l'autre côté de la rue. Elle est attachée dans sa chambre. Nous avons des photos. L'agent Williams regarda les photos de Florence sur l'écran de la caméra. Son expression devint grave. Je dois vérifier ça immédiatement. Depuis le jardin de Florence, ils regardèrent l'agent Williams frapper à la porte de Vanessa. Il fallut plusieurs minutes avant que quelqu'un ne réponde, et lorsque Vanessa apparut enfin, elle semblait troublée et essoufflée. Callie n'entendait pas la conversation, mais elle pouvait voir les gestes animés de Vanessa et l'attitude de plus en plus sévère de l'agent Williams. Au bout de quelques minutes, l'agent suivit Vanessa dans la maison. 15 minutes plus tard, ils en ressortaient avec Mason et l'homme non identifié. Les 3 adultes semblaient en colère et sur la défensive, mais Nola était introuvable. L'agent Williams traversa la rue pour rejoindre Callie et Florence. Où est l'enfant? Demanda immédiatement Callie. En sécurité? Elle était dans sa chambre, mais elle n'était pas attachée. Elle jouait avec des jouets en corde. Des jouets en corde, balbutia Florence. Agent, je sais ce que j'ai vu. Madame, je comprends votre inquiétude, mais les enfants jouent à des jeux qui peuvent paraître suspects aux adultes. La petite fille semblait aller bien, et il n'y avait aucune trace de maltraitance. Avez-vous vu ses bras? Ses poignets?
Elle portait des manches longues, ce que sa mère expliquait par une maladie de peau qui la rend sensible au soleil. Callie avait envie de crier. Agent Williams, cette femme ment. L'enfant est maltraité et elle le cache. Madame, j'ai enregistré votre plainte, mais je n'ai observé aucune trace de maltraitance ou de négligence. L'enfant semblait en bonne santé et n'était pas en danger immédiat. Après le départ de l'agent, Callie et Florence se tinrent dans un silence défait. Vanessa avait récidivé, avait balayé les preuves et les avait fait passer pour des fouineurs hystériques. Mais quelque chose avait changé. Lorsque Mason et l'homme non identifié quittèrent la maison de Vanessa 1 heure plus tard, Mason portait un carton. Et le regard qu'il lança à la maison de Callie était une pure menace. Ils détruisent des preuves, dit Florence d'une voix calme. Quoi qu'ils fassent là-dedans, ils brouillent les pistes. Ce soir-là, Rowan a appelé pour donner des nouvelles de Lisa Kim. L'analyse graphologique a confirmé nos soupçons. Rowan a déclaré que la signature du deuxième testament était bel et bien falsifiée et que les relevés bancaires présentaient des schémas intéressants. Lequel ? Des retraits d'espèces sur le compte de Vanessa quelques jours avant le dépôt du faux testament. Des sommes importantes. De plus, Mason a déposé une somme inhabituelle à la même époque. Ils ont donc payé quelqu'un pour falsifier le testament et détruire l'original. C'est ce qu'il semble. Mais il y a plus. Lisa a trouvé autre chose dans les relevés bancaires. Quoi ? Vanessa a utilisé le numéro de sécurité sociale de Nola pour ouvrir des comptes de crédit. Elle a 3 cartes de crédit et un prêt personnel au nom de l'enfant. On parle d'usurpation d'identité en plus de tout le reste. Callie a ressenti une satisfaction sinistre. C'est un crime fédéral. Exactement. Et c'est bien plus difficile à justifier que les allégations de maltraitance d'enfants. Les crimes financiers laissent des traces écrites. Des pistes qui ne mentent pas. Que va-t-on faire ensuite ? Lise demande une audience d'urgence pour la garde de sa fille suite à la fraude testamentaire. Elle signale également l'usurpation d'identité au FBI. Mais Callie, il faut être prudente. Si Vanessa réalise la quantité de preuves dont nous disposons, elle pourrait faire quelque chose de désespéré. Comme quoi ? Disparaître avec Nola, ou pire. Comme interpellé par leur conversation, le téléphone de Callie sonna. L'afficheur affichait le numéro de Vanessa. Bonjour, Callie. La voix de Vanessa était calme, mais il y avait une pointe d'amertume. Je pense qu'il est temps qu'on ait une conversation. De quoi ? De ton harcèlement envers ma famille. De tes illusions concernant ma fille. Des mensonges que tu répands en ville. Je n'ai pas menti, n'est-ce pas ? Je pense que si. Je pense que tu étais tellement accablé par le chagrin de la mort de ton frère que tu as inventé ce fantasme où je suis une sorte de monstre et toi le héros qui sauve. Vanessa, je sais ce que tu fais à Nola. Tu ne sais rien, mais tu es sur le point d'apprendre quelque chose d'important. La voix de Vanessa se réduisit à un murmure. Arrête de te mêler de ma vie ou tu le regretteras. Je te le promets. La ligne fut coupée. Callie fixait son téléphone, les mains tremblantes. Ce n'était pas la voix d'une mère en deuil, ni même celle d'un parent en colère. C'était la voix de quelqu'un qui ferait tout pour protéger ses secrets. Et Nola était seule à la maison avec elle. Elle t'a menacé, dit Florence d'un ton neutre. Cette femme t'a vraiment menacé. C'était le lendemain matin et Callie était assise dans la cuisine de Florence, expliquant l'appel de la veille, tandis que Florence préparait le café, les mains légèrement tremblantes, soit à cause de l'âge, soit à cause de la colère. J'y ai pensé toute la nuit, continua Callie. Elle sait qu'on la traque. Elle est au courant de l'enquête Will et soupçonne probablement qu'on a trouvé des preuves de l'usurpation d'identité, ce qui signifie qu'elle est dangereuse. Florence posa une tasse devant Callie. Les animaux acculés mordent. Le téléphone de Callie vibra, un SMS de Rowan. Lisa elle avait prévu de se rencontrer, alors elle avait un plan. 1 heure plus tard, ils étaient de retour au bureau de Lisa Kim. L'avocate semblait avoir peu dormi non plus. Le FBI s'intéresse de près à l'affaire d'usurpation d'identité. Lisa commença sans préambule. Ils ouvrent une enquête, mais ces choses-là prennent du temps. En attendant, cette petite fille est toujours en danger. Quelles sont nos options ? Demanda Callie. Légalement, nous attendons l'audience de garde prévue la semaine prochaine. En pratique, Lisa se laissa aller dans son fauteuil. Il faut que Vanessa s'incrimine. Comment faire ?
La faire parler. Les gens comme Vanessa et les narcissiques ayant des problèmes de contrôle ne peuvent s'empêcher d'expliquer leur ingéniosité lorsqu'ils pensent avoir gagné. Si nous pouvons la faire admettre les abus, la fraude, tout ce qui prouve notre accusation. Vous voulez que je porte un micro? Cali répondit, pas exactement. L'Oregon est un État où le consentement est une seule personne, ce qui signifie que vous pouvez légalement enregistrer une conversation tant qu'il n'y a qu'une seule personne. Vous consentez à l'enregistrement, mais il faut le faire avec précaution. Rowan s'agita sur leur chaise. À quoi pensez-vous? Vanessa a appelé Cali hier soir pour la menacer. Et si Cali la rappelait, faisait semblant d'être intimidée, disait qu'elle reculait? Vanessa pourrait baisser la garde, peut-être même se vanter d'avoir déjoué tout le monde. C'est incroyablement risqué, protesta Rowan. Si Vanessa soupçonne quelque chose, le jeu en vaut la chandelle si nous pouvons obtenir des aveux, dit Lisa. Mais il faut que ce soit naturel. Si elle a l'air de chercher des informations, Vanessa se taira immédiatement. Cali pensait à Nola seule dans cette maison avec une femme qui devenait de plus en plus désespérée de jour en jour. Que faudrait-il exactement pour qu'elle dise? N'importe quoi qui prouve qu'elle a menti. Des aveux sur les abus, sur la falsification du testament, sur l'usurpation d'identité. Même si elle se contente de confirmer qu'elle a dissimulé des choses, cela aiderait notre dossier. Et vous pensez qu'elle parlera à moi? Je pense que son ego ne la laissera pas résister à l'envie de te vanter sa victoire. Les narcissiques ont besoin de se sentir supérieurs. Et là, elles pensent avoir battu à chaque occasion. Elles ont passé l'heure suivante à planifier la conversation. Lisa a fourni une application d'enregistrement numérique pour le téléphone de Cali qui sauvegarderait l'enregistrement sur un serveur sécurisé. Florence s'est portée volontaire pour être témoin. Elle se positionnerait de manière à pouvoir voir la maison de Vanessa pendant l'appel, au cas où quelque chose tournerait mal. Souvenez-vous, Lisa a dit alors qu'elle s'apprêtait à partir, tu n'essaies pas de la piéger. Tu lui donnes juste l'occasion de te dire la vérité. Laisse-la parler. Cet après-midi-là, Cali était assise sur son porche, son téléphone à la main, les yeux rivés sur le numéro de Vanessa. Florence était visible dans son jardin voisin, taillant des rosiers, mais gardant un œil sur la maison d'épines. Cali prit une grande inspiration et composa le numéro. Tiens, Vanessa a répondu à la deuxième sonnerie, s'excusant. J'appelle pour te dire que tu as gagné, dit Cali, la voix pleine de défaite. J'en ai fini. Vraiment? Parce que tu as été très insistante. La police ne me croit pas. Les services de protection de l'enfance ne me croient pas. Mes propres amis pensent que je suis en plein deuil. Je ne peux pas continuer à me battre contre le monde entier. Il y eut un silence. Ça doit être très difficile pour toi. Tu avais raison depuis le début. J'étais tellement en colère d'avoir perdu David que j'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Je me suis convaincu que tu faisais du mal à Nola. Mais quoi? Mais elle a l'air heureuse quand je la vois. En bonne santé. Peut-être que je voyais juste ce que je voulais voir. Le deuil peut jouer des tours à l'esprit, dit Vanessa. Et Cali entendit la satisfaction dans sa voix. C'est compréhensible. Je te dois des excuses. Je t'ai causé beaucoup de soucis, à toi et à Nola, et je suis désolé. Excuses acceptées. La voix de Vanessa s'échauffait, gagnant en assurance. Je sais que ça a été dur pour tout le monde. Puis-je te demander quelque chose? Comment as-tu réussi à tenir le coup pendant tout ça? Je veux dire, gérer ton deuil et les problèmes de comportement de Nola, et ensuite me voir porter des accusations. Ça n'a pas été facile, mais Nola n'avait besoin que je sois forte. Ces problèmes de comportement, le thérapeute que tu as mentionné les a trouvés normaux. Oh, ce rire de Vanessa, sans humour. Il n'y a pas de thérapeute. J'ai juste dit ça pour faire croire que je cherchais de l'aide pour elle. Cali resserra son étreinte au téléphone. Pas de thérapeute, s'il te plaît. Je ne paierai pas un charlatan surdiplômé pour me dire comment élever ma propre fille. Nola agit ainsi parce qu'elle est gâtée, pas parce qu'elle est traumatisée. Un peu de discipline peut faire beaucoup. De la discipline. Rien qui ne m'ait été infligé à son âge. Ma mère croyait aux conséquences des mauvais comportements. Moi aussi. Quelles conséquences? Oh, tu sais, les temps morts, la perte de privilèges. Parfois, elle a besoin d'une main plus ferme pour faire passer le message. Cali sentait son cœur battre dans sa main.
Écoute, Kali, je sais que tu désapprouves la discipline physique, mais parfois c'est nécessaire. Le père de Nola l'a gâté avant de mourir. Quelqu'un doit lui apprendre les limites. Je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr que non. Tu la vois 5 minutes et tu penses tout savoir sur l'éducation des enfants. Mais tu n'as jamais eu d'enfant, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas ce que ça implique. Tu as raison. Je ne comprends pas beaucoup de choses, comme comment tu as géré les démarches juridiques après la mort de David. Tous ces documents et ces dossiers judiciaires. Ça a dû être accablant. C'était d'autant plus vrai que le testament initial de David était tellement irréaliste. Irréaliste. Il voulait vous confier la garde de Nola. Imaginez une femme célibataire sans expérience parentale élever un enfant traumatisé. Ça aurait été un désastre. Alors, il fallait le modifier. Je devais le réparer. Le rendre plus raisonnable. Nola appartient à sa mère, pas à une tante qui la connaît à peine. Comment avez-vous réglé le problème? Il y eut un silence et Kali s'inquiéta d'avoir été trop loin. Mais la voix de Vanessa revint, pleine de fierté. Mason connaît un type qui s'occupe des papiers. Ce n'était pas donné, mais ça valait le coup de garder ma fille là où elle doit être. Documents, Nouveau Testament, papier mis à jour, notariage en bonne et due forme, tout cela parfaitement légal une fois le tout déposé correctement. Les mains de Kali tremblaient maintenant, mais elle garda une voix ferme. Ça devait être cher, ça valait chaque centime, et ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me le permettre. J'avais accès à beaucoup d'argent grâce à l'assurance de David, entre autres. La voix de Vanessa avait pris un ton vantard. Il existe de nombreuses façons d'accéder à des fonds quand on en a besoin. Les demandes de crédit, par exemple. C'est incroyable comme il est facile d'obtenir de l'argent quand on a les bonnes informations. Les bonnes informations, les numéros de sécurité sociale, les actes de naissance, ce genre de choses. Le crédit de Nola est excellent, d'ailleurs. Depuis qu'elle a 5 ans. Kali ferma les yeux. Elle avait avoué avoir usurpé l'identité de sa fille. C'est très malin de ta part. J'ai dû être maligne. Personne ne prendra soin de nous à part nous. Et je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma famille. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. La voix de Vanessa était redevenue froide. Les gens qui s'immiscent dans ma famille ont tendance à le regretter. C'est quelque chose que tu devrais garder à l'esprit. Est-ce une autre menace? C'est une promesse. Tiens-toi loin de ma fille, Kali. C'est ton seul avertissement. La ligne était coupée. Kali resta assise sur son porche un long moment, les yeux rivés sur son téléphone. Elle l'avait. Des aveux de falsification de testament, d'usurpation d'identité, de violence physique et une autre menace. Tout était enregistré et sauvegardé. Florence apparut à ses côtés. As-tu obtenu ce que tu voulais? Plus que je ne l'espérais. Kali se leva, les jambes tremblantes. Elle a pratiquement tout avoué. Et maintenant? On déclenche le piège. Mais tandis qu'elle parlait, Kali remarqua un mouvement à la fenêtre de Vanessa, à l'étage. Un petit visage apparut brièvement. Nola les regardait droit dans les yeux. Même de l'autre côté de la rue, Kali pouvait lire la peur dans les yeux de la jeune fille. Le temps pressait. Le tribunal des affaires familiales du comté de Crestwood était un bâtiment moderne qui s'efforçait trop d'être accueillant. Couleurs douces, angles arrondis, affiches motivantes sur le bien-être des enfants. Personne ne se laissait tromper. C'était encore un endroit où les familles étaient déchirées et reconstruites selon des formules juridiques qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Kali était assise à la table des plaignants, à côté de Lisa Kim, et regardait Vanessa entrer avec son avocate. Vanessa avait choisi sa tenue avec soin, une robe bleu marine classique, un maquillage minimaliste et des cheveux tirés en arrière dans une coupe simple. Elle ressemblait à une mère dévouée accusée à tort. Son avocat, un homme aux cheveux argentés nommé Richard Steinberg, avait la réputation de défendre des clients difficiles. Il était cher. Ce qui soulevait des questions sur la façon dont Vanessa payait ses honoraires. Souvenez-vous, Lisa avait murmuré à Kali, « Laissez-moi parler, à moins que le juge ne vous pose une question directe. Nous avons des preuves solides, mais Steinberg va essayer de faire porter l'affaire sur votre état mental et votre chagrin d'avoir perdu votre frère. » La juge Patricia Hernandez a pris ses fonctions à 10 heures précises. C'était une femme d'une 50aine d'années à l'air sévère qui traitait des affaires familiales depuis plus de 20 ans.
Elle était réputée pour sa rigueur et son impartialité dans ses décisions. Il s'agit d'une requête en modification d'urgence de la garde d'enfants dans l'affaire Nola David Branson. Le juge Hernandez commença. Madame Kim, représentez-vous la requérante? Oui, votre honneur. Ma cliente, Kelly Branson, demande la garde immédiate de sa nièce de 7 ans sur la base de preuves de maltraitance, de négligence et de fraude. Ce sont des allégations graves. Monsieur Steinberg, comment votre cliente répond-elle? Votre honneur, il s'agit d'une vendetta de la part d'une femme en deuil qui ne peut accepter que son frère ait choisi sa femme pour élever leur fille. Madame Vanessa Thorne est une mère dévouée qui a été victime de harcèlement et de fausses accusations de la part d'une personne sans expérience avec les enfants et sans capacité juridique dans cette affaire. Nous verrons bien ce qu'il en est de la capacité juridique. Le juge Hernandez a dit sèchement, Mademoiselle Kim, présentez vos preuves. Lisa s'est levée et s'est approchée du tribunal avec un épais dossier. Votre honneur, j'aimerais présenter plusieurs éléments de preuve établissant un schéma de maltraitance et de fraude. Poursuivez. Tout d'abord, les preuves médicales. Le docteur Sarachin, pédiatre agréé, a examiné l'enfant mineur lors d'un atelier à la bibliothèque. Elle a photographié des blessures compatibles avec des violences physiques. Lisa a remis les photos. De multiples ecchymoses à divers stades de cicatrisation, des marques de contention indiquant une contention et des traces de traumatisme répétés. La juge Hernandez examina les photographies, l'air sombre. Monsieur Steinberg, votre honneur, ces photographies ont été prises à l'insu de la mère et sans son consentement, lors de ce que mademoiselle Thorne croyait être une séance d'art-thérapie innocente. L'examen a été mené sous de faux prétextes, et les blessures visibles peuvent s'expliquer par des activités normales de l'enfance et par les troubles comportementaux avérés de l'enfant après le décès de son père. Quels troubles comportementaux? Demanda la juge. Automutilation, votre honneur. L'enfant s'automutile pour surmonter son deuil. Elle se frappe les bras contre les murs, s'attache des objets au poignet et a même été surprise en train de se frapper avec des objets. Mademoiselle Thorne travaille avec l'enfant pour remédier à ses comportements. Kelly se sentait mal en écoutant les explications de Steinberg. Vanessa avait réponse à tout, même si cela impliquait de dépeindre sa fille comme mentalement instable. Mademoiselle Kim, quelles autres preuves avez-vous? Des preuves documentaires de fraude, votre honneur. Lisa a présenté les 2 testaments. Le père décédé a déposé un testament 3 mois avant son décès, désignant ma cliente comme tutrice. Le testament homologué après son décès est un faux créé pour donner la garde à Madame Thorne. Le juge Hernandez a examiné les 2 documents. Ces signatures semblent différentes. Les avez-vous fait analyser? Oui, votre honneur. Un expert en écriture a confirmé que le second testament contient des signatures falsifiées. Nous avons également la preuve que Madame Thorne a payé pour la création des faux documents et la destruction du testament original. C'est une accusation grave. Quelle preuve? Des relevés bancaires attestant des retraits d'espèces effectués par Madame Thorne et des dépôts correspondants effectués par son frère Mason Thorne, qui a orchestré la falsification. Il y a également un enregistrement téléphonique dans lequel Madame Thorne admet avoir fait corriger le testament grâce à un travail de documentation effectué par un associé de ses frères. Steinberg s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Cet enregistrement a été obtenu à l'insu de ma cliente et a peut-être été sorti de son contexte. L'Oregon est un État à consentement unilatéral, monsieur Steinberg. L'enregistrement est recevable. Mademoiselle Kim, j'aimerais bien l'écouter. Lisa activa le lecteur numérique. La voix de Vanessa emplit la salle d'audience. Mason connaît un spécialiste des documents. Ce n'était pas donné, mais ça valait le coup pour que ma fille reste là où elle doit être. Nouveau Testament, documents à jour, notariation en bonne et due forme, tout cela parfaitement légal une fois déposé correctement. Le visage de la juge s'assombrit. Y a-t-il autre chose? Oui, votre honneur. Preuve d'usurpation d'identité. Mademoiselle Thorne a utilisé les informations personnelles de sa fille pour ouvrir des comptes de crédit et obtenir des prêts. L'enfant, âgé de 7 ans, possède actuellement 3 cartes de crédit et un prêt personnel à son nom, tous ouverts par sa mère. Bon sang. Marmonna la juge Hernandez, puis se reprit. Excusez-moi, maître Steinberg, comment expliquez-vous cela? Votre honneur, ma cliente agissait dans l'intérêt supérieur de sa fille, en construisant un historique de crédit qui profiterait à l'enfant plus tard. De nombreux parents ouvrent des comptes au nom de leurs enfants à des fins éducatives.
Avec des enfants de 7 ans? Je ne pense pas. La juge prit des notes sur son bloc-notes. Quoi d'autre, mademoiselle Kim? Un témoignage, votre honneur. Florence Huxley, une infirmière à la retraite qui habite à côté de mademoiselle Thorne, a documenté de nombreux cas de troubles à la résidence, notamment des cris d'enfants à toute heure et des preuves que l'enfant était laissé seul pendant de longues périodes. Florence a témoigné, son carnet serré dans ses mains arthritiques. Elle a lu dans ses registres méticuleusement tenus les dates, les heures, la durée des incidents, les conditions météorologiques et ses observations sur la maison. Le 22 juillet à 23h47, j'ai entendu des cris aigus provenant de la résidence Thorne qui ont duré environ 15 minutes. Le lendemain matin, j'ai vu mademoiselle Thorne jeter des vêtements d'enfant déchirés à la poubelle, dont ce qui semblait être une chemise tachée de sang. Madame Huxley Steinberg a déclaré lors du contre-interrogatoire, « N'est-il pas vrai que vous avez eu des conflits avec plusieurs voisins au fil des ans au sujet de plaintes pour bruit et de limites de propriété? Je documente ce que j'observe. Ni plus ni moins. Et n'est-il pas vrai que vous avez reçu un diagnostic de perte auditive modérée? J'entends suffisamment bien pour savoir quand un enfant est en détresse. » Lisa a ensuite appelé le docteur Chin à la barre. Le pédiatre a témoigné sur les blessures de Nola avec une précision clinique, décrivant chaque échymose et chaque marque avec une terminologie médicale qui les rendait encore plus horribles. Selon mon avis professionnel, ces blessures sont compatibles avec des violences physiques systématiques sur une longue période. Ce schéma suggère une escalade de la violence et des méthodes de contention de plus en plus sophistiquées. Le docteur Steinberg a demandé, « Avez-vous déjà vu des enfants se blesser lors d'épisodes de deuil ou de détresse émotionnelle? » Oui, mais ces blessures ont un schéma différent. Les blessures auto-infligées touchent généralement des zones accessibles comme les bras et les jambes et sont généralement répétées au même endroit. Ces blessures montrent une variété dans l'emplacement et la méthode conforme aux abus d'une autre personne. Enfin, Lisa a joué la conversation enregistrée complète entre Cally et Vanessa. La salle d'audience était silencieuse alors que la voix de Vanessa a admis avoir forgé des documents, en utilisant l'identité de sa fille à des fins financières et en utilisant une discipline de main plus ferme. Elle se déroule parce qu'elle est gâtée, pas parce qu'elle est traumatisée. Une petite discipline va très loin. Parfois, elle a besoin d'une main plus ferme pour passer le message. À la fin de l'enregistrement, le juge Hernandez a regardé directement Vanessa. Mademoiselle Thorne, vous aurez la possibilité de répondre à ces allégations. Mais d'abord, j'aimerais parler avec l'enfant. Votre honneur, Steinberg a intervenu. L'enfant a subi un traumatisme important. La soumettre à la procédure judiciaire pourrait être traumatisée. Monsieur Steinberg, cet enfant fait l'objet de ces procédures. Je ne prends pas de décision de garde sans entendre de ces nouvelles. Nola a été amenée dans la salle d'audience par un défenseur du tribunal. Elle avait l'air incroyablement petite sur la chaise des témoins, portant une robe à manches longues malgré la chaleur estivale. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés, mais ses yeux étaient énormes et effrayés. Le juge Hernandez a adouci sa voix. Salut, Nola. Je suis juge Hernandez. Savez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Nola secoua la tête. Certains adultes essaient de comprendre ce qui est le mieux pour vous. J'aimerais vous poser quelques questions. D'accord, il n'y a pas de mauvaise réponse et vous n'aurez pas de problème, peu importe ce que vous dites. D'accord, Nola a chuchoté. Puis-tu me parler de votre maison avec votre maman? Nola a jeté un coup d'œil nerveux à Vanessa, puis de retour au juge. Are you cold? No mama says I have to wear sleeves so people don't see my marks. What kind of marks? The ones from when I'm bad. Judge Hernandez leaned forward. Can you show me these marks? Nola.